3 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 3 minutes qui ont bouleversé à jamais le regard que le monde porte sur la France et sur l'Amérique. Donald Trump venait à peine d'achever son attaque brutale contre Sébastien Lecornu, là devant les dirigeants du G20, et il était certain de son coup, persuadé d'avoir humilié pour de bon le jeune Premier ministre français. Il fixait Lecornu avec ce sourire arrogant qui avait bâti sa réputation. Dans sa tête, c'était déjà joué, le Français allait s'excuser ou se taire comme l'avaient fait avant lui tous les autres dirigeants européens. Autour de lui, les conseillers de Trump souriaient, déjà convaincus que leur patron venait de marquer un point décisif face à une Europe affaiblie. Sauf que ce qui allait suivre a dépassé toutes les attentes et changé le cours de l'histoire diplomatique moderne. Avec cette élégance française qui contrastait si fortement avec la brutalité américaine, Lecornu s'est levé lentement. Droit dans les yeux de Trump, sans ciller, sans trembler, il a prononcé des mots qui ont fait trembler la salle. Ce qui suivit allait devenir l'une des plus grandes humiliations diplomatiques de l'histoire moderne. Comprenons-le bien, ce n'était pas une simple réponse politique, ni une défense maladroite, ni une contre-attaque désespérée. C'était quelque chose de bien plus puissant. C'était le moment où la France rappelait au monde entier qu'elle ne se laisse intimider par personne, pas même par le président des États-Unis. Et en 3 minutes seulement, un homme de 39 ans allait accomplir ce que des décennies de diplomatie européenne n'avaient jamais réussi à faire taire Donald Trump et restaurer le respect pour la voix française dans le concert des nations. Ce qui s'est réellement joué ce jour-là au sommet du G20 à Rio de Janeiro ne peut se comprendre qu'en revenant quelques semaines en arrière. À ce moment-là, la France traversait l'une des crises les plus graves de son histoire récente et Trump lui était persuadé de pouvoir exploiter cette faiblesse apparente pour humilier publiquement l'Europe tout entière. Remontons donc en septembre 2000, le pays était alors en ébullition totale. Ce n'était plus seulement Paris qui se retrouvait bloqué et paralysé par les manifestations, c'était toutes les grandes villes, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, absolument partout. Des cortèges de manifestants envahissaient les rues, exigeant des changements radicaux. Sur le plan économique, tout vacillait dangereusement, secteur stratégique après secteur stratégique frappé par les grèves, les transports à l'arrêt, les hôpitaux au ralenti, même les écoles fermaient leurs portes. Et pendant ce temps, le CAC 40 perdait des points jour après jour, les investisseurs étrangers commençaient à fuir et la dette française explosait sous la pression des dépenses d'urgence. C'est au cœur de ce chaos généralisé que la chute spectaculaire du gouvernement Bayrou est venue plonger le pays dans une instabilité politique majeure. Réunissant l'extrême gauche et l'extrême droite dans un front commun inédit, une motion de censure historique avait balayé François Bayrou, ce vétéran de la politique française. Sa dernière intervention à l'Assemblée, les larmes aux yeux, avait fait le tour du monde en images donnant l'impression d'un pays au bord de l'effondrement. Et c'est dans ce contexte absolument chaotique qu'Emmanuel Macron avait nommé Premier ministre Sébastien Lecornu, âgé de seulement 39 ans. Surprenant absolument tout le monde, cette nomination était considérée par beaucoup comme un pari risqué, voire désespéré du président de la République. Car Lecornu n'était pas un politique traditionnel. Ministre, il l'avait certes été, mais c'est du monde de l'entreprise, de la gestion concrète qu'il venait. Technocrate, sans charisme, incapable de faire face à la tempête politique qui secouait la France, voilà comment beaucoup le voyaient. Même les médias français doutaient de ce choix, parlant de dernière carte de Macron et de pari impossible. Ses détracteurs les plus féroces s'attendaient à le voir trébucher. Or, dès ses premiers jours à Matignon, c'est une détermination et une habileté politique qui les surprirent. À Washington, Trump suivait tout cela avec un intérêt grandissant et une satisfaction qu'il dissimulait à peine. S'en prendre à la France. L'occasion rêvée venait de se présenter, car voilà un pays qui depuis des années osait critiquer sa politique, résister à ses demandes et donner au monde entier des leçons de démocratie. Le non de la France de Gaulle à l'Amérique, l'opposition de la France de Chirac à la guerre en Irak, les critiques de la France de Macron contre sa politique climatique, autant d'affronts qui étaient restés en travers de la gorge de Trump. Le pays semblait désormais affaibli, l'heure de la revanche avait sonné. Depuis son compte personnel, suivi par des centaines de millions d'abonnés, il tweetait régulièrement « La France s'effondre complètement ».
Leur nouveau Premier ministre est un parfait débutant. Très triste situation. Les Français méritent mieux que ce chaos. Diffuser sans interruption ces attaques répétées tournaient en boucle. De leur côté, les ambassadeurs ne cessaient de se convoquer les uns les autres, tandis que les déclarations officielles s'enchaînaient. Mais s'arrêter aux réseaux sociaux et aux escarmouches diplomatiques habituelles, ce n'était pas le projet de Trump. Dans son bureau de la Maison-Blanche, entouré de ses conseillers les plus fidèles, il mijotait quelque chose de bien plus spectaculaire en vue du prochain sommet du G20. C'est Steve Bannon, son ancien stratège de retour dans son cercle rapproché, qui lui avait glissé l'idée à l'oreille. Donald imagine un peu l'impact tu humilies publiquement ce jeune Français devant tous les dirigeants de la planète. CNN, Fox News, BBC, tous retransmettront la scène en direct. Le monde entier comprendra que l'Amérique demeure l'unique vraie superpuissance et que l'Europe n'est qu'un continent incapable de régler ses propres problèmes. Séduit sur le champ, Trump fit aussitôt sienne cette idée. Humilier Lecornu en public sous les yeux de tous les chefs d'État du globe, voilà qui enverrait, pensait-il, un message limpide et définitif. La France s'affaiblissait, l'Europe déclinait et seule l'Amérique restait une superpuissance crédible, capable de mener le monde occidental. Déjà, il imaginait les unes du lendemain, les analyses télévisées, les commentaires admiratifs sur sa prouesse diplomatique. Aucun de ses conseillers ne pouvait l'imaginer et lui-même l'ignorait totalement. Lecornu, de son côté, se préparait à cette confrontation devenue inévitable, mais selon une approche radicalement différente. Tandis que Trump peaufinait son offensive médiatique, c'est dans l'ombre que travaillait le Premier ministre français, entouré d'une équipe restreinte de ses collaborateurs les plus fidèles. Le secret était total. Dans son bureau de Matignon-le-Cornu avait réuni une cellule de crise rassemblant les meilleurs experts français en géopolitique et en communication. Hubert Védrine, dont l'expérience diplomatique d'ancien ministre des Affaires étrangères était légendaire, en faisait partie. À ses côtés, Jean-David Levitt, ancien ambassadeur à Washington, connaissant parfaitement les ressorts de la politique américaine, ainsi que Sylvie Goulard, spécialiste reconnue des relations transatlantiques. Méticuleusement ensemble, ils avaient passé au crible tous les discours de Trump, ses faiblesses, ses contradictions, ses mensonges répétés. Chaque tweet, chaque déclaration, chaque interview avait été épluché pour repérer les failles dans l'armure du président américain. Et Monsieur le Premier ministre avait lancé Védrine au cours de l'une de ses réunions secrètes. Trump fonctionne sur l'intimidation et l'improvisation. Pour déstabiliser ses adversaires, il mise sur l'effet de surprise et la brutalité de ses attaques. Mais il a un point faible majeur, il ne supporte pas qu'on lui résiste avec intelligence et préparation. Rester calme et factuel, retourner ses accusations contre lui avec précision, et il perdra ses moyens. C'était précisément le plan de Lecornu. Des semaines durant, il avait travaillé ses arguments, mémorisé les chiffres, affûté ses répliques. Que cette confrontation ait lieu, il en était certain. Et il était déterminé à la faire tourner à l'avantage de la France. Au-delà de la technique, pourtant, c'était une affaire de fierté nationale et de dignité républicaine. Le Premier ministre français ne pouvait laisser passer sans réagir fermement les humiliations répétées de Trump. Guerre en Ukraine, crise économique mondiale, tensions commerciales, les enjeux étaient énormes. Et pourtant, tous les regards convergeaient vers une seule chose, la confrontation possible entre Trump et Lecornu. S'ils avaient fait le déplacement depuis le monde entier, c'est que les journalistes sentaient qu'il allait se passer quelque chose d'exceptionnel. Dans une tension palpable mais sans incident majeur, la première journée s'écoula. Trump et Lecornu, ils s'évitèrent soigneusement. Tout au plus, quelques politesses glaciales échangées lors des séances photos officielles devant le Christ rédempteur et sur les plages de Copacabana. Chaque regard, chaque geste, chaque expression de visage, les photographes internationaux mitraillaient tout à la recherche du moindre signe de tension entre les deux hommes. Et dès qu'ils se trouvaient dans la même pièce, l'atmosphère devenait électrique. Les autres dirigeants le sentaient et adaptaient leur comportement en conséquence. Angela Merkel, elle, dans ses derniers mois de mandat, observait tout ça avec l'œil expert de quelqu'un qui avait elle-même affronté Trump pendant 4 ans. Officiellement présent, mais politiquement affaibli par la crise française, Emmanuel Macron assistait en simple spectateur à cette montée des tensions entre son Premier ministre et le président américain.
Quant au président chinois Xi Jinping et au président russe Vladimir Poutine, habitués eux aussi aux provocations trumpiennes, ils regardèrent la scène avec un intérêt amusé. La question qu'ils se posaient, savoir si l'Europe allait enfin trouver en Lecornu le leader capable de tenir tête à l'Amérique. Ce fut au deuxième jour que tout bascula. Pendant la session matinale consacrée à la sécurité internationale et à la défense collective, un débat braqué sur l'OTAN et sur la situation ukrainienne, Trump jugea le moment venu de passer à l'offensive. S'il avait choisi cet instant précis, ce n'était pas un hasard, le sujet lui offrait l'occasion de critiquer ouvertement la position française sur l'Ukraine et l'OTAN. Deux dossiers sur lesquels il se croyait capable de déstabiliser sans peine le Premier ministre français, de l'humilier même, et cela devant l'ensemble des dirigeants de la planète. Le terrain parfait, pensait-il, pour étaler la supériorité américaine et exposer l'inconsistance européenne. Quand son tour arriva, l'ordre alphabétique traditionnel des pays l'imposait. Il était 14h30 précise. Dans l'immense salle de conférence de l'hôtel Windsor-Barra, paré aux couleurs du Brésil, Trump se leva porté par cette assurance caractéristique qui masquait souvent ses faiblesses, mais impressionnait toujours ses partisans. Costume bleu marine habituel, cravate rouge signature, il affichait ce sourire carnassier qu'il réservait généralement à ses adversaires politiques les plus détestés. Autour de la table circulaire, les 19 autres dirigeants du G20, auxquels s'ajoutaient les représentants de l'Union européenne, l'observaient avec attention. Tout le monde le savait jamais, Trump n'était plus dangereux que dans ces moments où, se sentant en position de force, il flairait la faiblesse d'un adversaire. Il ouvrit son intervention par les généralités habituelles, l'unité occidentale comme nécessité absolue, les menaces multiples qui pesaient sur le monde libre. Mais peu à peu, fidèle à sa méthode lorsqu'il cherchait à porter un coup fatal, son discours se fit plus agressif, plus personnel, plus ciblé, et sa voix adopta cette intonation si particulière, méprisante et théâtrale à la fois celle-là même, qu'il réservait à ses meetings de campagne pour ridiculiser ses adversaires devant des supporters en délire. Certains de nos alliés européens, lança-t-il le regard planté droit sur Lecornu, semblent avoir oublié ce que signifie vraiment l'engagement envers l'OTAN et la défense de la démocratie. À peine voilée, l'attaque ne trompait personne dans toute la salle, chacun comprit qu'il visait la France. Comment peut-on faire confiance à des partenaires qui ne savent même pas maintenir l'ordre chez eux? Comment peut-on compter sur des leaders qui changent tous les 6 mois? Trump marqua une pause théâtrale, savourant l'effet de ses mots. Il s'attaquait désormais à ces pays qui hésitent à soutenir pleinement l'Ukraine, qui tergiversent sur les livraisons d'armes, qui préfèrent la diplomatie molle à l'action ferme. Sa voix se durcit, et pendant ce temps, leur gouvernement s'effondre, leur économie vacille, et leurs citoyens descendent dans la rue parce qu'ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants. C'était un coup direct contre Lecornu et la situation française. De plus en plus à l'aise, Trump enchaîna sur le rôle de l'Amérique. Pendant que d'autres parlent, nous agissons. L'Amérique a toujours été là pour défendre la liberté. Nous avons libéré l'Europe en 1944. Nous l'avons protégée pendant la guerre froide et aujourd'hui encore, nous portons le fardeau principal de la défense occidentale. Le message était clair, les États-Unis étaient les vrais leaders, la France n'était qu'un partenaire de second plan en pleine décadence. Trump pensait avoir marqué un point décisif. Un sourire satisfait aux lèvres, il reprit sa place, persuadé d'avoir acculé Lecornu sous les yeux de tous les dirigeants de la planète. La tension dans la salle devenait presque palpable. Où poser le regard? Les autres chefs d'État n'en savaient rien. Chez certains, la violence de l'attaque suscitait une gêne visible. Chez d'autres, c'était la curiosité qui dominait. Tous guettaient la riposte française. Et Lecornu immobile, parfaitement immobile du début à la fin du discours de Trump. Pas une émotion sur son visage, pas un éclat de colère, pas le moindre signe de surprise. Il notait concentré comme indifférent aux provocations venues d'outre-Atlantique. De quoi déstabiliser Trump qui s'imaginait déjà voir le Premier ministre français vaciller ou se défendre avec maladresse. Puis lorsque le modérateur demanda si quelqu'un souhaitait répondre aux points évoqués, Lecornu leva la main, tout en calme. C'est d'une voix posée qu'il prit la parole. « Monsieur le Président Trump, je vous remercie pour cette intéressante leçon d'histoire américaine. Et permettez-moi en retour de vous en offrir une. »
Trump fronça les sourcils, ce n'était pas le ton qu'il attendait. Ni intimidé, ni sur la défensive, le cornu affichait au contraire une assurance tranquille, une assurance qui dans sa voix commençait déjà à inquiéter le président américain. Lentement, il se leva. Vous parlez de 1944, de la libération de l'Europe. C'est une référence que vous aimez beaucoup utiliser. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur quelques détails que vous semblez avoir oubliés. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. En 1944, M. Trump, oui, les États-Unis sont effectivement intervenus en Europe. Mais savez-vous quand exactement? En juin 1944. Or, la guerre, elle avait commencé en septembre 1939. Cela fait, laissez-moi calculer, presque 5 ans. 5 années pendant lesquelles l'Amérique a regardé l'Europe brûler. Courtois le ton ne faiblissait pas et pourtant chaque mot pesait son poids. Ces 5 années-là, M. Trump qui résistait déjà la France, dans les colonies africaines qui se battaient et depuis Londres qui organisait la résistance, la France toujours. Sur sa chaise, Trump se mit à s'agiter. Cette leçon d'histoire prenait un tour qu'il n'avait pas prévu. Imperturbable, le cornu poursuivit. Le fardeau de la défense occidentale, dites-vous? Eh bien, parlons-en. Ce pays européen qui consacre la plus grosse part de son PIB à l'aide militaire à l'Ukraine, ce n'est ni l'Allemagne ni l'Italie, c'est la France. De sa poche, il tira quelques notes. Aide militaire directe à l'Ukraine, 2,1% de notre PIB contre 1,7% pour les États-Unis. Alors le fardeau qui le porte vraiment, M. Trump. Suspendu à ses lèvres, la salle entière retenait son souffle. Cet échange était extraordinaire, au point que les traducteurs eux-mêmes en paraissaient captivés. Un léger sourire se dessina sur le visage de l'écornu. Vous vous moquez de nos gouvernements qui changent. Permettez-moi alors de vous rappeler une chose en démocratie. Les gouvernements changent quand le peuple le souhaite. On appelle cela l'alternance démocratique. Vous devriez essayer, c'est assez rafraîchissant. Le coup était rude et Trump rougissait visiblement. L'écornu lui poursuivit sans s'arrêter. Puisque vous aimez tant parler de stabilité, parlons donc de la stabilité américaine. En ce moment même, combien d'investigations judiciaires pèsent à votre encontre? Combien de procès la France est-elle vraiment dans cette salle, le pays le moins stable? C'est du fake news, tenta d'intervenir Trump. Mais poliment et pourtant fermement, le cornu l'interrompit. Monsieur Trump, vous avez eu votre temps de parole. Permettez-moi de finir. Toute l'Assemblée fut impressionnée par l'autorité tranquille du Premier ministre français. Haussant légèrement le ton, le cornu lança « Vous nous reprochez de ne pas soutenir assez l'Ukraine. Quand l'Amérique hésitait encore, c'est la France qui livrait ses chars Leclerc. Sur son sol, ce sont 7000 soldats ukrainiens que la France a formés. Ce sont aussi 200 000 réfugiés ukrainiens qu'elle a accueillis. Et vous, Monsieur Trump, à part critiquer vos alliés, qu'avez-vous fait exactement pour l'Ukraine ces derniers mois? Désormais, le silence dans la salle était total. Chose rare chez lui, Trump semblait chercher ses mots. Avec un calme olympien, le cornu poursuivit. Mais ce qu'il y a de plus fascinant dans votre intervention, c'est cette obsession américaine de donner sans cesse des leçons au monde entier. Comment diriger nos pays? Comment mener notre diplomatie? Comment défendre nos valeurs? Vous avez un avis sur tout. Alors permettez-moi une question toute simple, cette autorité morale qui vous l'a donnée. L'Amérique est le leader du monde libre, tenta de répondre Trump. Un sourire ironique aux lèvres, le cornu l'interrompit. Le leader du monde libre. Et quelle leçon extraordinaire, vraiment, venant de celui qui a menacé de claquer la porte de l'OTAN, venant de celui qui a abandonné ses alliés en retirant ses troupes d'Afghanistan, venant de celui qui frappe ses propres partenaires à coups de droits de douane. Autour de la table, les autres dirigeants se lançaient des coups d'œil sidérés. Tenir tête à Trump avec autant d'élégance et autant d'efficacité, voilà un spectacle qu'aucun d'eux n'avait connu auparavant. Et vous savez quoi, monsieur Trump? L'écornu inclina légèrement le buste vers l'avant. Ce qui nous sépare vraiment, ce n'est ni l'histoire, ni la force des armes, ni même l'économie. Non, ce qui nous sépare, c'est le respect. Il laissa de nouveau le silence s'installer le temps que chaque mot fasse son chemin. Ses alliés, la France, les respecte. Ses partenaires, elle ne les menace pas. Ses amis, elle ne les fait pas chanter. Et sa diplomatie, elle ne la bâtit pas sur Twitter. Trump avait blêmi.
Il lança une dernière offensive. « La France, c'est terminé. Votre économie part en lambeaux. Vos villes partent en fumée. »« Nos villes partent en fumée. » Un rire franc échappa à Lecornu. « Dites-moi, monsieur Trump, ces derniers temps, avez-vous jeté un œil aux images de vos propres villes, Détroit, Baltimore, San Francisco? Est-ce bien nous qui devrions parler de villes qui brûlent ?» Reprenant son sérieux, il enchaîna. « Voyez-vous, monsieur Trump, votre erreur est de prendre la démocratie pour un effondrement. Si les Français descendent dans la rue, c'est qu'ils croient encore au pouvoir de leur démocratie de changer les choses. Si les Américains le font, c'est bien souvent qu'ils ne croient plus en rien. » Puis vint l'instant où Lecornu asséna le coup final, celui qui resterait gravé dans l'histoire de cet affrontement, mais nullement de la manière dont Trump l'avait imaginé. La véritable force de la France, monsieur Trump, voulez-vous que je vous dise laquelle? Sa voix se fit alors plus grave, plus solennelle, lourde de toute l'histoire et de la dignité de la République française. Jamais nous n'avons eu besoin de dresser des murs pour nous protéger de nos voisins. Jamais nous n'avons eu besoin de menacer nos alliés pour en obtenir le respect, et jamais nous n'avons eu besoin de mentir sans relâche à notre peuple pour nous maintenir au pouvoir. Jamais cette immense salle de conférence n'avait connu un silence aussi profond, un silence où l'on aurait entendu voler une mouche. Chaque expression, chaque réaction, chaque battement de cœur des protagonistes, les caméras de télévision les captaient sans en perdre une miette. Et Trump, pour la première fois de sa longue et tumultueuse carrière politique, le voilà littéralement sans voix. Tel un poisson hors de l'eau, il ouvrait et fermait la bouche sans qu'aucun son intelligible ne franchisse ses lèvres. Derrière lui, ses conseillers étaient tétanisés leur patron, dans un tel état de sidération et d'impuissance, jamais ils ne l'avaient vu. Voilà donc la vraie différence fondamentale entre nos deux pays, monsieur Trump. Le calme olympien de Lecornu contrastait de façon saisissante avec l'agitation visible du président américain. Ces difficultés, la France les assume pleinement et c'est avec courage qu'elle travaille à les résoudre dans la transparence démocratique. Quant à l'Amérique sous votre direction, elle préfère systématiquement nier ses problèmes structurels et accuser les autres constamment de tous ces maux. Puis calmement, Lecornu se rassit. On aurait dit qu'il venait simplement de commenter la météo ou de donner l'heure. Cette petite leçon d'histoire contemporaine et de diplomatie élémentaire, j'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile, monsieur Trump. Maintenant, revenons-en au vrai sujet, ceux qui importent, ceux qui intéressent concrètement nos peuples et l'avenir de la planète. Immédiat, spectaculaire, au-delà de toutes les espérances, voilà l'effet que produisirent ces mots. Dans cette salle historique, chacun le comprenait, on venait d'assister à quelque chose d'absolument exceptionnel et probablement d'unique dans les annales de la diplomatie internationale. Songez-y un instant. Un homme de 39 ans, Premier ministre d'un pays traversant une crise majeure, donnait une leçon magistrale et définitive au président des États-Unis, et cela devant les dirigeants les plus puissants de la planète. Mais ce qui rendait cette performance éblouissante plus impressionnante encore, c'était la manière, une classe, une intelligence, une élégance, une précision qui forçait le respect et l'admiration, y compris de ceux qui n'aimaient guère la France ou sa politique. Quant aux réactions dans la salle, elles ne se firent pas attendre une seule seconde. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui réagit le tout premier. Il avait écouté cet échange extraordinaire avec une attention passionnée et lorsqu'il se leva lentement de sa chaise pour commencer à applaudir d'abord doucement, puis de plus en plus fort, la solennité et la gravité de son geste montraient à quel point la performance du Premier ministre français l'avait impressionné. Car son applaudissement n'avait rien d'une simple politesse diplomatique, c'était un hommage sincère rendu à un homme qui venait de défendre avec brio les valeurs démocratiques et la dignité européenne. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, se joignit immédiatement à lui. Et presque instantanément, ce fut au tour de la chancelière allemande Angela Merkel, qui malgré ses relations parfois compliquées avec la France, ne pouvait qu'admirer la maîtrise diplomatique dont elle venait d'être témoin. Il n'aura fallu que quelques secondes déjà un véritable raz-de-marée d'applaudissements déferlait dans la salle. Avec un enthousiasme et une sincérité qui n'avaient rien de protocolaire, tous les dirigeants présents applaudissaient le Premier ministre français à l'exception notable de Trump lui-même
et de quelques rares alliés traditionnels inconditionnels des États-Unis. Pourtant, peu enclins aux démonstrations d'émotion publique, Vladimir Poutine et Xi Jinping eux-mêmes esquissaient des sourires approbateurs. Le moment était historique face à l'Amérique trumpiste, l'Europe venait de retrouver sa voix. Quant à Trump rouge de colère et d'humiliation comme jamais personne ne l'avait vu auparavant, il quitta précipitamment la salle sans un mot, sans un regard, sans même tenter de sauver la face par une dernière réplique. Visiblement paniqué par cette débâcle diplomatique sans précédent, ses conseillers les plus proches tentaient de le rattraper dans les couloirs. Il murmurait des excuses embarrassées aux autres délégations, promettant que le président était simplement fatigué par le décalage horaire. Mais personne n'était dupe. Le mal était fait et il était irréparable. Jamais encore dans sa tumultueuse carrière politique, Donald Trump n'avait été humilié de manière aussi publique et spectaculaire par un dirigeant étranger, et cela dans les conditions les plus officielles et les plus médiatisées qui soient. Dès les heures qui suivirent immédiatement cet échange historique, l'onde de choc se propagea dans le monde entier à la vitesse de l'éclair. Jamais les réseaux sociaux n'avaient connu une telle déflagration sous le poids des réactions. En moins de 2 heures à peine, le hashtag #LesCornus_DestroyTrump s'imposait comme la tendance mondiale numéro 1, pulvérisant tous les records de viralité jamais établis sur Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Filmé sous tous les angles par les caméras officielles du G20, comme par les journalistes présents, les vidéos de l'échange furent partagées et visionnées des centaines de millions de fois, en l'espace de quelques heures seulement. Quant à la séquence complète, elle franchit sur YouTube la barre des 500 millions de vues en 24 heures, record absolu pour un contenu politique. De CNN à la B, BC de France 24 à Deutsche Welle, de NHK à Al Jazeera, c'est unanimement que les médias du monde entier évoquèrent cette réponse française entrée dans l'histoire et cette humiliation diplomatique du siècle. Même les éditorialistes les plus respectés de la planète, ceux qui d'ordinaire cultivaient la retenue et la mesure, n'hésitèrent plus à parler d'un moment historique, d'un véritable tournant dans les relations internationales. En France, tout particulièrement, c'est avec une puissance inouïe que l'effet se fit sentir, et ce, immédiatement. Voilà un pays qui, depuis des mois, traversait la pire crise politique et sociale qu'il ait connue depuis mai 68, et pourtant ces 3 minutes de l'écornu eurent un impact littéralement révolutionnaire. Dans toutes les villes du pays, brutalement, spontanément, les manifestations cessèrent. Du côté de Paris, ce furent les responsables syndicaux en personne qui réclamèrent l'arrêt sur le champ de tous les mouvements de grève. Habitué pourtant à fustiger chaque gouvernement sans la moindre exception, Philippe Martinez de la CGT fit cette déclaration face aux caméras « C'est de façon immédiate et sans aucune condition que nous suspendons l'ensemble de nos mouvements sociaux. La dignité et la fierté de la France, Monsieur Lecornu vient de les lui rendre. Devant un tel moment historique, il ne nous reste qu'à nous incliner. Quant à Laurent Berger de la CFDT, lui d'ordinaire bien plus mesuré, il se montra plus direct encore. Ce dont nous venons d'être témoins se situe au-delà de toute querelle politique de parti. À la face du monde entier, un homme de 39 ans vient de rappeler ce qu'être français veut dire. Oui, nous sommes fiers de notre Premier ministre. Et pour la première fois, après des mois qui semblaient ne jamais finir, voilà que les Français, peu importait leur bord politique, leur classe sociale ou leur génération, se retrouvaient, comme par miracle, rassemblés derrière ceux qui les gouvernaient. L'union sacrée renaissait à l'image des plus grandes heures de l'histoire du pays, et partout, au comptoir des cafés, dans les bureaux, au sein des écoles comme des usines. Un seul sujet occupait les conversations ces 3 minutes, hors du commun, celle qui avait rendu à la France tout son prestige. Du jamais vu sous la Ve République en à peine 48 heures, les sondages de popularité de Lecornu explosèrent littéralement tous les compteurs atteignant 89% d'opinion favorable. Un chiffre qui dépassait même les records historiques, celui de De Gaulle après le putsch des généraux ou celui de Chirac après son opposition à la guerre en Irak. Mais le plus remarquable n'était pas là. Ce qui frappa vraiment les esprits, c'est que même ses opposants politiques les plus féroces et les plus systématiques, ceux-là même qui le critiquaient, depuis le jour de sa nomination, reconnurent publiquement qu'il avait rendu sa dignité à la France
et restaurer son prestige international. Prenez Marine Le Pen. Pourtant avare de critiques envers les gouvernements en place, elle déclara sur France Info « Même si nous avons des désaccords profonds sur de nombreux sujets de politique intérieure, je dois reconnaître que M. Lecornu a honoré la France face à l'arrogance américaine. C'est tout à son honneur et au nôtre. » Quant à Jean-Luc Mélenchon, l'éternel opposant, son éloge fut encore plus appuyé. « Voilà ce que j'appelle défendre la souveraineté française. Lecornu a montré ce que doit être la voix de la France dans le monde. Chapeau. » Et même Éric Zemmour, d'ordinaire si critique envers tout ce qui venait du pouvoir en place, finit par saluer un moment de grandeur française. Au lendemain de cet affrontement devenu historique, ce fut parce qu'il maîtrisait le mieux une contre-offensive sur les réseaux sociaux que Trump chercha désespérément à reprendre la main. Incapable d'encaisser sa défaite et l'humiliation publique qu'elle lui avait infligée, il tentait ainsi de sauver coûte que coûte sa réputation. Il n'était même pas 5h30 à Washington que déjà les tweets pleuvaient rageurs brouillons et chacun plus délirant que le précédent. Le résultat: une situation déjà catastrophique qui s'enfonçait un peu plus à chaque message. Lecornu est un raté total, un amateur complet. La France s'effondre complètement sous sa direction. Personne ne respecte ce petit pays fini. Très triste situation. Les Français méritent un vrai leader, pas ce gamin incompétent. L'Amérique reste le leader du monde libre. Fake news partout sur moi. Sauf que voilà, chaque tweet censé sauver son image ne faisait en réalité qu'amplifier l'humiliation de façon exponentielle. Et les réponses impitoyables. D'une cruauté créative redoutable, elle reprenait une à une les meilleures phrases de Lecornu pour enfoncer encore davantage le président américain. Puis Emmanuel Macron est intervenu en personne. Monsieur Trump, quand on vient d'être magistralement remis à sa place par notre Premier ministre, le silence est d'or. Apprenez la leçon. 15 millions de retweets en quelques heures à peine. Chaque nouveau message posté sur Twitter ne faisait qu'aggraver son cas. À mesure qu'il s'agitait, Trump donnait raison à l'image que Lecornu avait magistralement dressée de lui, devant le monde entier, celle d'un leader impulsif incontrôlable et indigne. Paniqué par cette spirale autodestructrice, ses propres conseillers en communication tentèrent de lui confisquer son téléphone et de le convaincre de se taire. Mais ce fut en vain, car dans sa fureur et son dépit, Trump était désormais devenu incontrôlable. Ce n'est qu'une semaine plus tard, au cours d'une interview exclusive accordée à CNN et diffusée en prime time dans le monde entier, que le journaliste Anderson Cooper posa directement la question à Lecornu qu'avait-il ressenti pendant cet échange historique, celui qui avait marqué à jamais les relations internationales. La vérité, Anderson, c'est tout ce que j'ai dit, rien de plus, rien de moins, répondit-il, et ce sourire tranquille, cette élégance naturelle devenue sa marque de fabrique internationale, ne le quittait pas. Oui, parfois, elle fait mal à entendre cette vérité, mais elle reste absolument nécessaire. Car l'approximation, le mensonge, l'arrogance, jamais on ne peut leur laisser dicter les relations entre nations démocratiques. Ah, mais ces mots si durs à l'égard du président américain, les regrettez-vous aujourd'hui ? Le journaliste insistait visiblement fasciné par le calme olympien de son interlocuteur. La réponse fusa sans la moindre hésitation, avec une fermeté qui impressionna les téléspectateurs du monde entier. Non, absolument pas. Et Lecornu de poursuivre on ne peut pas, on ne doit pas laisser quelqu'un insulter et humilier son pays sans réagir fermement. La France mérite le respect, et si certains dirigeants l'oublient, nous sommes là pour le leur rappeler avec toute la force et la clarté nécessaires. C'est notre devoir à nous, représentants du peuple français. Plus de 500 millions de personnes aux quatre coins du globe regardèrent cette interview du jamais vu pour un contenu politique international, et tous les records d'audience volèrent en éclats. Désormais, c'était officiel, Lecornu était devenu une star planétaire. Le symbole d'une Europe qui n'avait plus peur de tenir tête à l'Amérique trumpiste et qui défendait ses valeurs avec fierté et détermination. Ce simple échange, on l'étudiait déjà comme un cas d'école communication politique, diplomatie moderne, et ce dans les plus grandes universités de la planète, Harvard, Oxford, la Sorbonne, Tokyo. Mais le plus parlant vint 6 mois plus tard. Des instituts de sondage internationaux interrogèrent des étudiants issus de 50 pays. Quel discours politique vous a le plus marqué cette année ?
La réponse tomba spontanée chez 73% d'entre eux, la riposte de Lee Cornu à Trump au G20 de Rio. En 3 minutes seulement, le Premier ministre français entrait définitivement dans l'histoire. Et il prouvait au monde entier une chose avec de l'intelligence, du courage, de la préparation et une maîtrise parfaite de ses dossiers. On peut tout renverser, même face aux plus puissants, même les rapports de force que l'on croyait gravés dans le marbre. Ces 3 minutes-là eurent un impact géopolitique que personne, pas un seul expert international, n'avait su prévoir. Depuis des années, l'Union européenne s'enlisait dans une crise de leadership et de crédibilité face aux États-Unis. Et voilà que soudainement, elle retrouvait une voix forte et respectée sur la scène internationale. Angela Merkel. Sur le point de quitter la chancellerie allemande, elle déclara publiquement une chose, la France venait de redonner sa fierté à l'Europe tout entière. Du côté de la Commission européenne, sa présidente Ursula von der Leyen parla, elle, d'un moment historique pour la souveraineté du continent. Et le plus fou dans tout ça, même les dirigeants des pays traditionnellement pro-américains s'y mirent. Le Premier ministre britannique, le président polonais, tous rendirent hommage au courage et à la dignité du Premier ministre français. Une reconnaissance internationale unanime qui allait avoir des conséquences diplomatiques bien concrètes et durables. C'est dans les mois qui suivirent que la France retrouva une influence internationale qu'elle n'avait plus connue depuis des décennies du monde entier. Les invitations officielles affluèrent. À Pékin, le président chinois Xi Jinping convia personnellement Lee Cornu à des consultations stratégiques au plus haut niveau. Quant au président russe Vladimir Poutine, c'est malgré les tensions liées au conflit ukrainien qu'il demanda un entretien privé avec l'homme qui avait tenu tête à Trump. Et même les pays africains, eux, habituellement plus proches des États-Unis, sollicitèrent à leur tour des rencontres bilatérales avec le Premier ministre français. Plus de 2 ans après cette confrontation légendaire aujourd'hui, encore cet échange historique entre Lee Cornu et Trump demeure systématiquement étudié dans toutes les écoles de diplomatie du monde entier. Il y incarne l'exemple parfait de la façon dont un dirigeant intelligent et préparé peut défendre son pays avec dignité, efficacité et élégance face à un adversaire pourtant plus puissant militairement et économiquement. Sciences Po Paris, la London School of Economics, la Kennedy School de Harvard, l'École nationale d'administration. Partout dans ces temples du savoir, une même séquence vidéo tourne en boucle dans les amphithéâtres. Les professeurs de relations internationales en ont fait leur cas d'étude de référence. Et ce n'est pas tout. Dans les manuels de communication politique, les plus prestigieux, ces 3 minutes de Lee Cornu, occupent désormais un chapitre entier, un chapitre devenu incontournable qui porte ce titre « Comment renverser un rapport de force par la seule force de l'intelligence et de la vérité ». Aujourd'hui, Sébastien Lecornu est devenu une figure respectée de la politique internationale. Et quand on l'interroge, quand on lui demande quels conseils il donnerait aux jeunes leaders confrontés à des adversaires plus puissants qu'eux, sa réponse ne varie jamais. Toujours la même, livrée avec cette simplicité qui fait toute sa force. Préparez-vous méticuleusement. Restez parfaitement calme quoi qu'il arrive. Et n'oubliez jamais ceci, la vérité factuelle et documentée est la plus puissante, la plus redoutable des armes diplomatiques. Face à l'arrogance et au mensonge seul, la vérité peut triompher durablement. Aujourd'hui, c'est à l'entrée de l'Institut diplomatique français que ces mots sont gravés, eux qui furent prononcés, avec toute la sagesse que seule l'expérience peut donner. Et chaque jour, ils inspirent des centaines de futurs ambassadeurs et négociateurs. Pourquoi ? Parce que cette confrontation historique dépasse de loin la simple politique, la géopolitique et même les seuls enjeux franco-américains. Ce qu'elle a réellement révélé touche au fondamental, la nature humaine et les rapports de pouvoir. Elle a prouvé qu'une intelligence bien préparée finit toujours par triompher de la force brute, que l'élégance peut terrasser la brutalité et que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, demeure plus puissante que tous les mensonges du monde. L'histoire des relations internationales modernes a basculé en l'espace de 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, c'est un homme de 39 ans qui a rappelé au monde entier une vérité simple. La France ne se laisse intimider par personne, pas même par le président des États-Unis d'Amérique. Gravés à jamais dans la mémoire collective mondiale,
Ces 3 minutes resteront comme le moment où David a terrassé Goliath, n'ayant pour seules armes que l'intelligence, la préparation, l'élégance et la vérité. 3 minutes du pur génie diplomatique français.